Aujourd'hui, on va expliquer le déni et pourquoi c'est compliqué à classer. Donc aujourd'hui, on va parler non pas d'un problème psy, mais qui peut y être lié, c'est le déni. Le déni, c'est classé dans les stratégies de coping. Les stratégies de coping, ce sont les stratégies que tu mets en plus pour t'adapter à une situation. Il y a plusieurs définitions du déni, mais on va prendre la plus large. On va dire que c'est le refus de la réalité. Comme quand une personne clairement malade refuse de prendre en compte son diagnostic, qu'une personne refuse d'accepter ce qu'elle a vécu. La définition est plutôt claire. Ce qui l'est moins, c'est la délimitation exacte du phénomène, parce que plein de choses ressemblent au déni, mais c'est pas du déni, donc je vais t'expliquer un peu. Alors, situation 1. Une personne dit qu'elle n'est pas blessée, une autre personne dit qu'elle n'est pas blessée. Quelle est la différence ? Eh bien, une est dans le déni, elle ne prend pas en compte sa blessure pour des raisons que l'on discutera après, et l'autre est dans l'évitement, c'est-à-dire elle fuit consciemment la conversation pour éviter quelque chose, comme par exemple un rendez-vous chez le médecin, une semaine de repos. Donc déni n'égale pas nier les faits consciemment ou mentir. Ensuite, un patient hémiplégique, c'est-à-dire paralysé d'une partie de son corps, dit que son corps va très bien. Est-ce du déni ? Pas forcément. C'est peut-être de l'anosognosie. L'anosognosie, c'est l'incapacité neuropsychologique de prendre en compte une partie de la réalité, à cause, par exemple, d'une lésion cérébrale. D'un côté, on a un processus psychologique, d'un autre côté, un déficit neuropsychologique. Alors, la différence entre les deux est pas si évidente que ça, et selon les pathologies, on essaie de voir quelle est la part plus ou moins grande de déni ou d'anosognosie. Par exemple, chez les alcooliques, on pensait que c'était du déni clair et net, sauf qu'on voit que l'alcool modifie des connexions neuronales qui pourraient expliquer en partie l'incapacité à reconnaître le problème. Au contraire, dans la crise psychotique, on mettait le refus de la réalité sur des processus neuropsychologiques alors qu'il y a une part importante de déni dans la reconnaissance de la crise. Bref, c'est pas aussi simple. Ensuite, le déni n'est pas le manque d'information ou de compréhension d'une personne, ni le fait qu'une personne ne soit pas d'accord avec toi. Un petit soignant qui fout dans le déni les patients qui veulent juste réfléchir. Et des fois, le déni, c'est juste la personne qui nie la réalité du patient. Bref, attention, des fois, quand on pense qu'une personne est dans le déni, peut-être c'est juste qu'on a tort. On fait aussi la différence avec les dénis sociétaux, quand une société, par exemple, ne prend pas en compte des phénomènes importants. Tu vois donc que l'on différencie le déni d'un évitement conscient, d'un mensonge, d'une incapacité cognitive à voir la réalité, d'une incompréhension ou d'un désaccord, alors qu'en théorie, de l'extérieur, on pourrait dire c'est du déni. Bon, ce qui est compliqué aussi, c'est que le déni, même parmi les chercheurs, le classement des phénomènes est pas clair. Par exemple, si on prend les phénomènes de réarrangement avec la réalité, t'en as plusieurs. T'as ceux de premier ordre, comme le rejet pur et simple d'un fait, ceux qui s'apparentent à du déni dont je parle ici. Ensuite, tu as des réarrangements de second niveau qu'on appelle la neutralisation. Alors le but, c'est de mettre de côté l'information en la discréditant, par exemple. Comme par exemple quelqu'un qui va dire que toutes les études sont pourries dès que la science va pas dans son sens. Et tu as les arrangements de troisième ordre où tu vas tourner autour du pot pour garder ta croyance centrale intacte. Par exemple, tu es un narcissique qui croit qu'il est très fort à son boulot, mais il y a un mec qui a de meilleurs résultats que toi, tu peux dériver en disant que « j'étais pas en forme le trimestre dernier », donc tu prends en compte la réalité, un peu, mais tu sauves ta croyance de base. Alors, ces trois ordres, dans certaines études, ils sont tous considérés comme du déni, dans d'autres, non. Donc c'est un peu le bordel, et je me suis limité juste donc au refus de la réalité. Alors, on reprend. Le déni, c'est une stratégie de coping qui permet donc de t'adapter à des situations. Il aurait trois fonctions, le déni. La première fonction, c'est la diminution des émotions. Il y a toi, il y a la réalité, et la confrontation entre les deux va donner des émotions parfois hyper intenses. Comme par exemple, dans la réalité, ton mari est mort ou ton père t'a violé, le déni va venir bloquer l'explosion émotionnelle en détournant ton esprit de la réalité. La deuxième fonction, c'est de réguler le flot d'informations. Sache que t'es pas un puzzle ou un ordinateur qui prend une information et est modifié directement par l'information. Le traitement de l'information que tu reçois, il prend du temps dans ton cerveau. Exemple, est-ce que tu as déjà réfléchi à une énigme ou à un problème, ou appris une nouvelle importante, et t'arrivais pas à tout arranger bien dans ta tête pour comprendre la situation. Tu vas te coucher, tu te lèves, et pouf, t'as la réponse. Ça s'appelle l'insight. C'est le fait que ton cerveau pop une réponse d'un coup.
que ce soit après une nuit de sommeil ou sous la douche. Comment ça arrive ? C'est parce que ton cerveau continue de traiter l'information en fond. La mort d'un proche, tu mets des mois, voire des années à l'intégrer. Le stress post-traumatique, c'est potentiellement dû à un déficit d'intégration des infos qui est bloqué. La déprime, c'est parfois considéré comme un mode économique le temps que ton cerveau réorganise l'information. Eh bien, des fois, l'information serait tellement difficile à intégrer qu'elle serait bloquée. Par exemple, quand elle est trop éloignée de ta réalité, genre quand une personne mignonne et gentille qui s'avère être un agresseur sexuel, tu vas te sentir obligé de penser que les victimes sont méchantes parce que la réalité c'est l'intro de ta réalité. L'info contredit trop ce que tu pensais. Et enfin, une dernière fonction, ce serait la préservation d'une relation. Le but, ce serait de nier la réalité pour garder un lien affectif identique, comme quand une personne ne voit pas les défauts de son mari, comme dans la série The Undoing. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie de coping ? Est-ce que ça marche, le déni ? Alors, d'un côté, ça réduit bien la souffrance émotionnelle. Ensuite, ça permet potentiellement de mieux réfléchir car ça élimine une partie du problème et alloue des ressources à d'autres priorités. Par exemple, si tu es endeuillé et que tu as plein de choses administratives à gérer, il est bien de mettre le deuil de côté et de dire non, il s'est rien passé et de faire tout l'administratif que tu as à faire. Ça te permet d'être plus efficace. Et ça permet aussi d'accélérer certaines actions. Par exemple, tu dois te faire opérer et tu es dans le déni des risques de l'opération, ça te permet de te faire opérer plus vite et d'agir plus vite. Par contre, ça a aussi des effets néfastes. Déjà, ça règle pas les problèmes que tu nies. Et si tu les règles, tu auras perdu du temps dans le déni. Et ça va empirer aussi les relations interpersonnelles. Ce qui est ballot, car tu peux utiliser le déni pour préserver une relation, ce qui finit par l'empirer. En général, ce qu'on dit dans les études, c'est qu'à court terme, le déni a une utilité comme barrage, le temps de traiter l'information, ce qui à court terme peut être utile. Par contre, plus il dure, plus il devient dysfonctionnel, parce que la personne reste bloquée dans une vision du monde qui l'empêche de réagir correctement. Alors, comment on gère quelqu'un qui est dans le déni ? Première chose, on se demande si c'est du déni ou pas. Tu prends toutes les possibilités que je t'ai données au départ et tu te demandes est-ce qu'il n'y aurait pas une autre explication ? Et tant qu'il y a une autre explication possible ou potentielle, tu ne dis pas que c'est du déni. Car le problème peut très bien être une incompréhension ou un désaccord. Il m'arrive parfois de ne pas savoir si un patient est dans le déni ou si j'ai tort. Et du coup, il faut que je trouve des méthodes annexes pour pouvoir vérifier. Dans ce cas, c'est toujours important de garder l'idée que tu peux avoir tort et s'il y a des moyens objectifs de déterminer où se trouve la réalité. Par exemple, dans le cas de notre narcissique, on peut très bien regarder les chiffres de tous les gens de l'entreprise au fil des ans pour voir si c'est le meilleur ou pas. Avec les patients, on utilise souvent des signes cliniques. Évidemment, quand tu as un cancer, en général, on sait facilement si la personne est dans le déni ou pas. C'est plus compliqué au niveau psychologique. Bon, maintenant que tu as déterminé que c'est du déni. Le déni en soi, c'est pas un problème, c'est une méthode d'adaptation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que ce déni est un problème ? Dans le cas du narcissique qui serait vraiment pas le meilleur, où est le problème qui le croit ? Il croit ce qu'il veut, il reste dans son coin comme il veut. Dans le cas de quelqu'un qui vient d'apprendre un deuil, où est le problème du déni ? C'est logique le temps de traiter l'information tellement elle est dure à traiter. Si un patient cancéreux suit son traitement mais dit toujours ne rien avoir, où est le problème ? Il se traite, il ira bien, une fois qu'il sera guéri, ça sera passé. Bref, des fois, le déni, faut pas s'en occuper. Surtout que, comme on l'a dit, parfois c'est un bon moyen de s'adapter. Par exemple, le patient qui suit son traitement sans le déni aurait pu tomber dans la dépression et être moins apte à suivre son traitement. Et on arrive à la troisième question. Et la troisième question, c'est est-ce que ce déni, il est fonctionnel ou pas, ou adaptatif ? Est-ce qu'il marche bien ? Bon, évidemment, là, je peux pas te faire des généralités puisque ça dépend des personnes et du cas. Mais comme on l'a dit, il y a des chances que ça soit adaptatif à court terme ou sur des éléments sans importance, mais que sur le long terme et les sujets importants, ça devienne très compliqué. Ok. Une fois qu'on sait que c'est du déni et qu'il est inadapté. Premier point, faut savoir que c'est long et que la patience est importante, car si tu attends une discussion et que tout d'un coup, pouf, la personne arrive à une révélation, c'est rarement le cas. D'ailleurs, si tu as déjà été en face d'une personne dans le déni ou en conflit avec, tu auras bien remarqué que lui gueuler dessus, s'énerver parce que la personne n'est pas d'accord avec toi, ça marche pas excessivement bien. Il y a plusieurs choses qu'on utilise. Le premier, c'est ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire les fois où le déni semble se casser, où il y a une faille, quand on sent le doute, et quand on sait que c'est à ce moment-là qu'il faut discuter. Alors, pour que tu saches, c'est normal s'il y a des mouvements de recul par la suite, mais c'est pas grave. Pendant la discussion, tu as mis quelques graines qui pourront aider la personne dans le déni. Ensuite, on peut trouver des ouvertures en s'interrogeant sur la fonction du déni. Est-il là pour préserver une relation, pour bloquer des émotions trop fortes ? En y réfléchissant,
tu peux aiguiller la personne vers des stratégies de coping qui permettront d'avancer. Par exemple, si ça flingue sa relation, on peut discuter du fait que sa relation est en train d'être flinguée. Si la personne a des émotions fortes qu'elle veut bloquer, autant lui apprendre à gérer les émotions directement. Pour faire tout ça, en fait, on enseigne en général aux psy et aux médecins des techniques d'entretien qui permettent de continuer le travail malgré le déni et de respecter la personne dans ce qu'elle vit. Je te laisse un petit article qui en résume beaucoup. En résumé, on le présente sous plusieurs axes. Déjà, le respect de la personne en face, qui a le droit de vivre sa vie comme elle le souhaite, même si elle t'emmerde beaucoup, elle doit le droit d'être dans le déni, même si c'est une stratégie qui ne marche pas. Ensuite, la connaissance de toi et de soi, puisque avoir la capacité à savoir pourquoi le déni nous fait chier, nous fait mal réagir, pourquoi on lutte contre lui au lieu de travailler avec ou de se barrer de la relation, savoir ça, c'est très important pour pouvoir te calmer et être plus patient. Ensuite, on a l'utilisation de techniques d'entretien actif et d'empathie pour que la personne se sente à l'aise malgré les désaccords. Et enfin, on essaie de se centrer sur les problèmes de la personne en face parce que l'expression de ces problèmes actuels pourra potentiellement aider à intégrer la réalité, les émotions, ou rétablir des relations fiables. Il est très fréquent que lors de traitement des alcooliques dans le déni, on parte des problèmes interpersonnels avant de parler de l'alcool directement. Bref, gérer le déni, ça demande pas mal de patience, de compétences et de connaissance de soi. C'est donc important que tu puisses évaluer l'énergie que ça va te demander si tu souhaites te lancer dans ça avec un proche. Parce que ça va pas changer en une semaine. Et vois si tu es capable de te lancer dans ça ou pas. Ou alors, il faut se barrer parce que le déni, c'est pas à toi de le gérer. Voilà. Si tu veux plus d'infos, t'as les articles en commentaire en bas. Et puis, bonne journée!